Bonjour à vous tous et toutes. Je m'appelle Élise Comtois, je suis la directrice de la fondation de l'INRS. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition de la Semaine de la philanthropie à l'INRS. Jusqu'à vendredi, cette semaine, nos 5 rendez-vous quotidiens vont être autant d'occasions d'apprendre ensemble, d'échanger, de nous engager ensemble aussi pour contribuer chacune à notre manière à accroître l'impact de la science sur la société, l'excellence de la recherche à l'INRS, le soutien à nos étudiantes et étudiants, le rayonnement de nos diplômés également, et tout ça afin d'alimenter notre sentiment de fierté envers l'INRS. Aujourd'hui, nous débutons la semaine avec une table ronde exceptionnelle qui est animée par le directeur général de l'INRS, M. Luc-Alain Giraldeau. Et M. Giraldeau, je vous cède la parole tout de suite et vous laisse échanger avec vos invités. Merci beaucoup, Élise. Merci et bonjour à vous tous. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par M. Luc Sirois, l'innovateur en chef du Québec, M. Yves Moffett, qui est membre du conseil d'administration de l'INRS et aussi l'ancien vice-recteur recherche et création de l'Université du Québec à Montréal, et Mme Esther Tranche-Montagne, qui est vice-présidente chez BNP Performance Philanthropique. Bonjour à vous tous et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation de discuter du rôle de la philanthropie comme accélérateur du développement scientifique. D'abord, quelques mots à propos de l'INRS. Pour situer l'INRS, qui est un établissement universitaire un peu particulier, qui a comme particularité d'abord sa mission, qui est de faire de la recherche et de la formation uniquement au cycle supérieur et qui est orienté vers le développement économique, social et culturel du Québec. Donc, l'INRS est vraiment très distinct dans le monde universitaire québécois, dans la mesure où ce n'est pas composé de départements, il n'y a pas de faculté. Au contraire, c'est fait d'une manière très multidisciplinaire et ce sont des regroupements de chercheurs qui sont intéressés à faire avancer une cause dans un domaine stratégique pour le développement du Québec. Donc, on a 4 centres de recherche. Il y en a un dans la ville de Québec, qui est le Centre Eau-Terre Environnement. Il y en a un à la ville de Laval, qui est Armand Frappier, Santé et Biotechnologie. Il y en a un qui se partage entre Varennes et Montréal à la place Bonaventure. C'est le Centre Énergie, Matériaux et Télécommunications. Et évidemment, il y en a un qui se partage aussi entre Montréal et la Ville de Québec. C'est le Centre Urbanisation, Culture et Société qui se trouve au centre-ville de Montréal et aussi dans le Saint-Roch à Québec. Alors, nous sommes 4 centres orientés vers des grands enjeux stratégiques pour le Québec et nous avons, par le passé, contribué largement à faire avancer le Québec, que ce soit par l'établissement des barrages hydroélectriques à la baie James ou bien l'établissement du réseau des garderies des CPE. Alors, ça, c'est pour vous présenter un peu l'INRS. Juste aussi pour mentionner que l'INRS se classe régulièrement depuis plus d'une dizaine d'années au tout premier rang au Canada et au Québec en termes d'intensité de recherche. Donc, ça, c'est confirmé par Science InfoSource. Alors voilà, c'est pour nous aider encore davantage que nous allons avoir cette discussion aujourd'hui avec des panélistes pour parler de la philanthropie. Alors, plongeons dans le sujet immédiatement. Je vais vous poser une question et puis peut-être je vais la diriger, mais tout le monde peut se sentir tout à fait à l'aise de répondre. La première question, c'est au sujet de la science au service du développement du Québec. D'abord, M. Sirois, quel est le rôle de la science et de l'innovation dans notre société? Oui, bonjour Luc-Alain. Bonjour tout le monde. Écoutez, on parle de philanthropie aujourd'hui, mais on parle de philanthropie à la croisée de la science. Et c'est ça qui est distinctif ici. On n'a pas besoin de se rappeler les moments difficiles au travers lesquels on vient de passer, mais au-delà des défis d'une pandémie, le développement économique des nations comme celle du Québec, ça repose sur un développement scientifique riche en santé, effervescent, qui est parmi les meilleurs au monde. On se classe au Québec là, parmi les 12 nations les plus innovantes au niveau de la recherche et de l'innovation, au niveau de la recherche et du développement. C'est fabuleux d'être dans les top 12. Mais vous savez, Luc-Alain, il y a quelques années, on était dans les top 10.
Et c'est donc dans cet esprit-là qu'il faut réaliser que la démarche de recherche, elle est essentielle et c'est toutes les nations développées qui travaillent à découvrir ce qui sera les cures de demain, à découvrir comment on va pouvoir créer de l'énergie, comment on va communiquer, à inventer les matériaux de demain. Puis ça paraît des belles paroles, là, mais les nations qui ont focalisé sur du développement économique pur et dur, sur simplement fabriquer ce que le monde consomme, bien, leur richesse au total, elle est beaucoup plus faible pour les habitants. Puis la richesse économique, bien, ça permet justement d'avoir une société sociale qui prend soin des gens, qui focus sur l'éducation, qui donne les soins de santé gratuitement, qui a une culture riche et développée. Donc tout ça, ça s'enchaîne. Ça commence par de la recherche fondamentale, qui est bien faite, qui est brillante. Ça va vers du transfert vers la société, puis ensuite, ça se traduit en richesse pour tous. Merci. Pourquoi c'est important de soutenir la recherche et la formation scientifique? Peut-être M. Moffett? Oui, je sais évidemment ce que M. Sirois vient de mentionner, mais je trouve que son importance, c'est qu'on est dans une société de savoir aussi. Et je pense que l'innovation joue un rôle clé, mais comprendre ce qu'est l'innovation, et ça, c'est clé pour avoir une acceptabilité sociale. Peut-être donner un exemple, mieux comprendre les vaccins qui ont été développés nécessite une culture à la rigueur scientifique pour bien comprendre les changements par rapport à les vaccins passés. C'est un exemple pour développer la recherche comme telle, l'innovation, mais il faut que la société l'accepte. Et on a besoin de cette culture de savoir, cette culture scientifique, et d'où la nécessité d'avoir des formations, qu'on part du technicien au chercheur doctoral, c'est clé. Alors, c'est une société de savoir et on a besoin de gens pour nous aider dans cette société et pour mieux la saisir. Si je peux en rajouter, Yves, c'est de financer de la recherche, c'est que dans les modèles économiques des sociétés, c'est qu'on est tellement en amont, on est tellement au tout début de ce qui pourra devenir des réponses, de ce qui pourra devenir des solutions, que l'industrie ne finance pas la recherche à ce niveau-là. Parce que si ça va prendre au-delà de 5 ans ou 10 ans ou 20 ans pour devenir une application industrielle, bien, pour l'industrie, elle s'est beaucoup désengagée dans le passé du soutien de la recherche comme ça. Donc, c'est essentiel que les gouvernements, que la philanthropie entre en jeu parce qu'on sème des graines qui vont prendre du temps à cultiver, pour lesquelles ça prend beaucoup d'amour, pour lesquelles il faut investir beaucoup, mais pour lesquelles l'industrie n'est pas encore rendue à investir à ce niveau-là. Tout à fait d'accord. Merci, merci. Esther, vous, quels sont les atouts, d'après vous, de l'INRS dans ce monde-là? Définitivement, je pense que dans un contexte purement philanthropique, l'aspect très pointu, l'aspect où vous êtes les spécialistes et en théorie, vous êtes les meilleurs. Moi, j'aime bien penser que vous êtes les meilleurs dans ce que vous faites. J'ai un parti pris, mais dans ce contexte-là, je pense que c'est un avantage pour vous et surtout parce que de plus en plus, la philanthropie et les philanthropes recherchent un impact direct sur la société. Et c'est ce que vous proposez. Encore faut-il le faire savoir, le faire connaître et rayonner davantage, mais le fait que vous avez un impact direct sur les enjeux de notre société, je pense que c'est ça sur quoi il faut miser définitivement dans votre narratif philanthropique. C'est ce qui sera assurément le plus payant. Vous savez, Luc Alain, vous avez mentionné l'interdisciplinarité puis les centres. Ça, c'est unique et c'est un avantage important parce que de se focaliser sur les nouvelles techniques optiques photoniques, d'être dans les meilleurs au monde, c'est une chose. Et d'être capable de dire, et ça, dans une question de culture et société, pour l'urbanisation, pour la modernisation de notre tissu urbain, pour la vie en communauté, pour le transport durable, pour les infrastructures municipales, pour la ville de demain, la ville intelligente, qu'est-ce que ça va donner d'avoir les deux? C'est phénoménal. Même chose dans la santé, même chose dans l'eau, la terre, l'environnement. Il y a des notions de transformation sociale hyper importantes.
On ne sait pas juste de découvrir comment protéger l'environnement ou comment mieux faire la gestion de l'eau. Il faut que ça s'intègre dans la culture, dans la société, dans la vie urbaine. Et ça, l'INRS est mieux placé que personne pour faire ça. Définitivement. Puis si vous me permettez, je rebondirais sur ça en disant que, en plus, c'est que, bon, on se disait en préparation, hein, on ne fait pas pleurer personne. Non, mais vous faites sourire tout le monde, justement parce que vous amenez quelque chose de tellement positif, d'innovant. Puis l'innovation, on s'entend que présentement, c'est le terme à utiliser, que ce soit en philanthropie ou en n'importe quel autre type de financement, c'est le terme à utiliser parce que, justement, vous avez un impact direct et positif qui a aussi une durée dans le temps. Donc, ce n'est pas un impact qui est seulement ponctuel, c'est quelque chose qui sert au développement et qui est périn. Alors, toute la nouvelle génération de philanthropes est interpellé grandement et à peu près uniquement sur l'impact direct. Donc, pour chaque dollar que je vais investir comme philanthrope, je veux être capable de mesurer tangiblement l'impact direct et en plus, vous êtes en mesure de venir nous donner cette mesure-là de ce que ce dollar-là a procuré à la société québécoise. Alors ça vous différencie et c'est très positif pour vous. Excellent. Yves, est-ce que tu aurais d'autres points à vouloir soulever sur les avantages de spécificité de l'INRS? Ben, c'est son côté multidisciplinaire qui est clé. Je pense que je rejoins ce que Luc vient de mentionner. De faire des liens entre disciplines devient clé et de juste piger dans un sac, c'est intéressant, mais piger dans plusieurs sacs et d'en faire un tout, ça devient drôlement intéressant. Je pense que Mme Esther le dit, c'est par rapport au niveau de la philanthropie et des sciences. Je pense que si je regarde les subventions typiques, comment on finance la recherche, et ça, c'est clé. On sait très bien que les gouvernements, il y a des subventions gouvernementales, il y a des programmes de recherche, il y a des contrats de recherche. Et je pense qu'on veut maintenant faire, c'est de développer cette philanthropie qui est associée aux sciences. Et par connaissance de cause, la philanthropie aux sciences n'est pas chose facile dans notre univers. Ce n'est pas quelque chose de commun, mais c'est quelque chose qui est drôlement nécessaire à développer pour évidemment accroître le développement des sciences dans tous ces facettes. Et je pense que ça, c'est clé. C'est une nouvelle dimension à ajouter au support et au développement de la science. Et ça se ferait par justement une fondation, mais par des dons pour aller au-delà de juste la subvention ou le contrat de recherche, qui est très ciblé à l'occasion. Tout à fait. Quand j'avais posé la question au fondateur de l'INRS, M. Beaulieu, qui était notre premier directeur général, je l'avais rencontré, M. Fascinant, puis j'avais demandé pourquoi l'INRS était structuré de la façon que c'est structuré, puis il m'avait dit que les problèmes émergents dans la société québécoise, que ce soit en environnement ou en urbanisation ou tous les problèmes étaient d'une telle complexité que c'était impossible de former une relève à partir d'universités où il n'y avait que des départements disciplinaires parce que les problèmes étaient trop vastes et que la raison pour laquelle l'INRS s'est fait comme ça, ce n'est pas juste pour faire de la recherche, mais c'était pour faire de la formation, pour créer une relève d'étudiantes et d'étudiants, de diplômés qui auraient une formation qui leur permettrait d'aborder la complexité de ces enjeux-là. Est-ce que vous pensez que ça, le côté de la formation particulière qu'on offre aux étudiants, aux étudiantes de l'INRS qui n'est pas disciplinaire, est-ce que vous pensez que ça aussi, c'est un atout qui pourrait jouer en faveur de la philanthropie? Je les vois beaucoup, les gradués de l'INRS qui ont des rôles de leadership, justement, en termes d'amener la société québécoise en l'avant en innovation. C'est des gens qui ont un esprit critique, une vue plus large, une compréhension des enjeux, mais aussi une compréhension de comment la société fonctionne, comment le gouvernement fonctionne, comment les institutions peuvent s'approprier l'innovation, l'amener en société. C'est des gens qui sont, puis vous avez maintenant les prix que vous octroyez à l'occasion des grands leaders de l'INRS. Ces individus-là sont des leaders de société qui nous avancent, qui nous font avancer.
Ils sont en charge de fonds de financement de la recherche collaborative. Ils sont au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ils sont au sein du gouvernement. Ils sont dans les entreprises. Ils sont en charge du transfert technologique des universités. On les retrouve à l'UQTR, on les retrouve dans les réseaux des UQ, on les retrouve dans d'autres universités parce qu'ils comprennent comment faire travailler les gens ensemble. Fait que la réponse est absolument oui. Cette capacité de former face à des enjeux complexes. Puis je vous dirais même que vous allez peut-être même une étape plus loin, c'est que vous formez des gens qui veulent avoir un impact sur ces enjeux-là très complexes. On a reçu une question de membres de l'auditoire, je pense que je vais vous la poser. Alors, à quel point est-ce que l'atteinte d'un succès économique et financier joue un rôle dans la sélection des projets? Autrement dit, est-ce que la nature de l'objectif est plus importante que la probabilité de son succès? J'imagine que c'est dans un contexte philanthropique qu'on pose cette question-là. Donc, est-ce que le succès financier est plus important que la probabilité de succès? Bien, là, ici, c'est vraiment une question fondamentale importante. Là. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de la philanthropie. Parce que s'il y avait 100% de probabilité de succès économique, il n'y en aurait pas besoin de philanthropie. On aurait des entreprises qui paieraient pour parce que le succès serait garanti. Là, c'est qu'on est au niveau de l'exploration. Il faut être capable d'aller dans des pistes sans être absolument certain d'un succès économique. C'est là que la philanthropie est importante. C'est là que le financement du gouvernement est important. Quand on a inventé le premier transistor, imaginez aujourd'hui, là, la vie sans transistor, c'est inimaginable. Chaque pixel dans nos écrans sont des transistors. On a des milliards de transistors dans nos mains, dans nos poches, à nos poignets, dans nos lunettes, dans nos objets, dans ce qu'on utilise à tous les jours. Le premier transistor, c'était une roche. C'était des hurluberlus qui travaillaient à voir comment le courant passe dans une roche quand on y injectait un courant, un champ électrique. C'était il y a 70 ans. Alors, à ce moment-là, la probabilité de succès économique, là, de qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec des roches, c'était très, très loin. Mais si on n'avait pas eu la brillance d'injecter du financement puis d'en faire plusieurs expériences, il faut en faire des dizaines et des centaines pour arriver à discerner qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va devoir être abandonné pour pouvoir avancer, c'est essentiel. J'ajouterais aussi c'est le fait d'engranger des savoirs, d'avoir une recherche qui ne permet pas nécessairement d'avoir un résultat dit économiquement viable, mais j'engrange des savoirs aussi en faisant une recherche plus fondamentale qui n'a pas une application immédiate, mais ce savoir-là est engrangé et qui permettra d'être utilisé plus tard. Et ça, c'est clé pour le développement. Si on est tout directif, je pense qu'on perd un sens d'engranger des connaissances et les utiliser par la suite, qui, comme dit Luc, pourraient être utilisées plus tard dans le système. Ben oui. Imagine, on était bien content d'avoir engrangé du savoir sur l'ARN, l'ARN messager. Hein? Bon, quand ça avait été fait, on ne savait pas trop quoi, mais là, ça nous a permis, comme humanité, d'aller chercher dans cet engrangement de savoir-là des connaissances qui, rapidement, à l'intérieur d'un an, ont permis de développer des vaccins. Mais ça aurait été impossible sans le financement en amont qui était plus exploratoire et qui permet de développer le savoir, comme tu le dis si bien. Et aussi de rendre, si vous me permettez d'ajouter, de rendre tout ce processus-là de recherche, de le rendre tangible pour le donateur. Très important, le donateur va donner sur ce qu'on lui apprend, ce qu'on lui fait vivre comme sentiment de route vers le succès. Puis ça, c'est à ne pas négliger parce que souvent, vous êtes très ancré dans votre milieu, dans votre domaine, dans les recherches et tout ça, mais c'est souvent très loin de ce que le commun des mortels peut avoir comme accès à cette information-là, puis à cette route vers le succès, puis vers les découvertes et tout ça. Alors, je pense qu'il y a un élément qui est important à apporter, c'est que les donateurs vont donner sur ce qu'ils connaissent mieux ou sur ce qu'ils connaissent bien. Alors, je pense que c'est important
de ne pas négliger cet aspect-là de connaissance et j'ai envie de vous dire, de formation de vos donateurs potentiels à ce qu'ils peuvent faire pour vous aider, eux, à leur échelle. De leur faire comprendre qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Là. On parle de la santé, de l'ARN, ça c'est facile à comprendre pour bien des gens. Du côté de l'alimentation, l'agroalimentaire puis de l'agriculture, imaginez, quand j'ai eu la chance d'interviewer, rencontrer beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs dans le domaine agroalimentaire, des producteurs, des agriculteurs, des agricultrices, on leur posait la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus innovant dans l'agroalimentaire? Moi, je m'attendais à je ne sais pas trop quoi. J'avais des préjugés beaucoup. La première chose que les gens, après avoir consulté la majorité des agriculteurs au Québec, c'est la question, ce qui a été amené, c'est qu'on a besoin de données, on a besoin d'informations. On est maintenant plus des producteurs juste à partir de la matière première puis de l'agronomie. On peut modifier nos pratiques, augmenter notre productivité, faire les bonnes choses si on a les données. Mais savez-vous, c'est quelle infrastructure au Québec la plus développée de l'ensemble du Québec pour aller chercher des données d'imagerie grâce à une infrastructure de drones? C'est à l'INRS. C'est à l'INRS qui a l'infrastructure pour aller chercher des données en télédétection, des données environnementales, des données géolocalisées, des données à partir d'images pour alimenter l'intelligence artificielle, pour alimenter la recherche, pour alimenter même l'industrie agroalimentaire. Cette infrastructure-là, elle s'est bâtie au travers des années. Ça a pris des années. C'est des drones complexes, c'est des drones qui volent avec des kilogrammes et des kilogrammes de caméras, de systèmes de télédétection. C'est des stations terrestres là, qui télécommandent et qui capturent ces informations-là qui sont transmises par ces drones-là au-dessus des champs. C'est une expertise de la déplacer à travers le Québec pour aller capturer ça. C'est une infrastructure unique et c'est justement par ces travaux-là qu'on va pouvoir transformer l'agroalimentaire au Québec et ultimement, si on suit leurs données. Voilà. Excellent. Bien dit. Mais aujourd'hui, quand on parle de philanthropie, on parle souvent aussi, on parle d'un mouvement humaniste. On parle d'un mouvement de gens qui sont prêts à vouloir donner, qui sont des gens, donc, des personnes généreuses. Et à toutes les fois qu'on en parle, on parle souvent des répercussions locales de la recherche, de ce qu'on fait. On peut améliorer l'industrie ici, la santé ici, l'agriculture ici, mais dans les faits, la connaissance qu'on génère ici peut aussi servir partout. Et donc, il y a des problèmes mondiaux qui peuvent être des problèmes qui sont importants et que l'INRS pourrait sans doute explorer. Donc, je me demande, est-ce que les philanthropes ont aussi cette vision qui est, oui, locale, mais aussi de contribuer à l'avancement de l'humanité? Je ne veux pas parler de manière grandiose, mais quand même, il y a des problèmes de santé partout dans le monde, des problèmes agricoles partout dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'on peut aussi faire avancer ces causes-là avec de la recherche à l'INRS? Vous n'avez pas nommé la personne à qui vous vouliez poser la question. Ah oui, c'est vrai. OK. Ben, à vous, Mme Tranche-Montagne. Allez-y. Vous voyez comment on est discipliné, hein, vraiment. Oui, mais c'est parce que je l'ai improvisé, celle-là. Ça m'impressionne. Alors, vous voyez qu'on est suspendu à vos lèvres. Alors, donc, je pense que en fait, les deux sont possibles. Les donateurs, surtout les donateurs individuels, et on s'entend que la philanthropie auprès des individus commence à prendre beaucoup d'importance. Je vous dirais que les gens vont plus être interpellés par ce qui se passe chez eux, dans leur communauté, parce que c'est là où ils voient le côté très direct, justement, de l'impact. Quand on parle de grands donateurs, de donateurs corporatifs aussi, qui ont certains intérêts et qui ont quand même une vision plus globale, je vous dirais que ça peut interpeller définitivement sur l'aspect mondial du traitement des enjeux. Mais encore là, il faut être, je pense qu'il faut quand même être prudent. Vous savez, tout à l'heure, pendant que M. Luc parlait justement du succès des recherches, on a parlé des drones, puis
tout ce que ça représente comme infrastructure, je vous dirais que ce type de message-là va nous faire avoir un petit frisson sur la peau. C'est intéressant. Donc, je vous disais tout à l'heure, ça ne nous fait pas pleurer, mais ça nous fait connaître une émotion. Puis, n'oubliez pas qu'un philanthrope va donner, en fait, la tête lui dit de donner, mais le montant du chèque va être indiqué par le cœur, par l'émotion, par le sentiment qu'il aura vécu. Alors, sur ça, je vous dirais, je ne veux pas avoir une vision fermée, mais c'est encore ce qui nous touche directement, nous, à tous les jours, qui nous interpelle le plus comme donateurs. Mais peut-être que cet avis-là ne sera pas partagé par mes collègues, mais je suis curieuse de les entendre. C'est sûr que l'INRS peut s'attaquer à des grands problèmes de société avec une force fabuleuse que d'autres ne peuvent pas. Puis si on veut les amener, c'est sûr que c'est des problèmes qui sont peut-être à plus long terme, qui sont pour l'ensemble de la société, l'ensemble de la planète. Évidemment, l'exemple qui avait été donné par Luc Alain sur la création des garderies puis du réseau de centres de la petite enfance, imaginez l'ampleur de l'impact sur la société, sur le bien-être de la société québécoise. Maintenant, on fait face à des pénuries de main-d'œuvre incroyables. Si ces travaux-là n'avaient pas été faits à l'époque, puis n'avaient pas été transférés en société pour créer cette innovation sociale-là, puis avoir l'innovation sociale au maximum de son impact. Parce que c'est ça la différence. On n'a pas besoin nécessairement de recherche fondamentale ou de financer par la philanthropie de la recherche fondamentale sur des questions comme ça. Mais si on veut maximiser l'impact et l'ampleur de ce que ça peut faire, dans ce cas-ci, les centres de la petite enfance, parce que des chercheurs se sont arrêtés pour réfléchir comme il faut aux meilleures pratiques dans le monde, à développer des nouvelles pratiques, à faire de l'expérimentation pour que ce modèle-là soit le plus efficace possible, ait le maximum d'impact possible pour le plus grand nombre de parents, le plus grand nombre d'enfants, puis que ça puisse le contribuer à la société de la façon la plus large possible. Bien là, on arrive à transformer les sociétés. Fait on peut faire de la philanthropie locale, nourrir quelques bouches, mais on peut développer des façons de produire des choses qui vont nourrir toutes les bouches dans une société. Et ça prend des INRS. Tout à fait. Moi, j'ajouterais, c'est peut-être aussi dans la nature des donateurs, et je pense qu'Esther l'a mentionné, on donne avec notre cœur et notre préoccupation. Évidemment, le chèque varie en fonction de la grosseur de notre portefeuille, mais c'est à noter, je veux dire, les étudiants ont reçu une formation à l'INRS qui est exemplaire. Je peux donner en tant qu'étudiant et à remettre à mon institution ce que j'ai reçu. C'est très, très typique dans le milieu universitaire américain. On le voit, c'est presque un mot d'ordre qui est donné. L'enseignant-chercheur, dans son milieu, lui, qu'est-ce qui le préoccupe? C'est une bonne qualité de ses étudiants, mais aussi un bon support financier. Il peut donner pour des bourses d'étudiants, ce qui fait un win-win dans un support. Et le grand donateur est dans un projet de société. Et je pense que c'est important à noter qu'à chaque niveau, le don est important, peu importe la somme qui est donnée. Et évidemment, comme on le mentionne, à la grosseur de notre portefeuille et de l'enjeu que je veux mesurer. Que ce soit l'étudiant qui a reçu de l'INRS et qui remet, que ce soit l'enseignant dans son milieu de pratique et qui peut aider et améliorer ses clés, et le grand donateur, s'il peut améliorer un projet sociétal, c'est encore mieux. Alors, je pense que ça, c'est important à situer. 25 $, c'est bon. On n'a pas besoin de donner 1 million pour être un donateur. 25, c'est suffisant. Et je pense que ça, c'est clé. Et il faut apprendre aussi dans notre société québécoise, ce n'est pas typique de remettre ou de faire des dons. On n'est pas dans une situation très comparable au milieu anglo-saxon, par exemple. On a une question qui s'apporte à ça, justement, mais peut-être la réponse sera plus variée. Une question qui nous vient de l'auditoire. Comment les chercheurs, étudiants, professeurs et diplômés peuvent contribuer pratiquement et plus consciemment par rapport à cette vision philanthropique de l'INRS? Par quel type d'action ou d'activité pourraient-ils contribuer davantage? Bien, d'abord, en étant des bons vulgarisateurs. Puis là, déjà, vous l'êtes déjà beaucoup. Des bons, oui, parce qu'en mettant en lumière ce qui est fait,
la finalité, l'importance, les individus, comment eux et elles sont des champions, championnes extraordinaires et inspirants, ce qu'ils font dans leur quotidien, comment ça change la vie des gens, comment ça va un jour impacter la vie des gens, l'importance des questions, raconter leurs histoires d'une façon simple, vulgarisée, concrète, avec des exemples bien précis de comment ça se passe. Je pense que vous le faites de mieux en mieux, puis la contribution des chercheurs et chercheuses elles-mêmes, les professeurs et leurs étudiants et étudiantes, bien, c'est une façon de créer un cercle vertueux. Excellent. D'autres, Esther, vouliez-vous ajouter à ça? Bien, en fait, je dirais que justement, de continuer à viser l'excellence en tout et en tout ce qu'ils font, parce qu'il faut penser que il y a une valeur ajoutée. Tu sais, si je suis une diplômée de l'INRS, mon diplôme a une valeur de par les succès de l'institution de laquelle je suis diplômée. Alors, c'est là où, après, on est capable d'aller chercher un don, d'aller faire bonifier un don aussi. Et ça, c'est du travail quotidien. Le côté ambassadeur, définitivement, comme ce que M. Luc vient de mentionner, c'est hyper important parce que, je vous le disais d'entrée de jeu, les gens ne savent peut-être pas assez bien ce que vous faites et à quel point vous avez un impact. Alors, je pense qu'il faut rendre cette information-là très accessible, à la limite du ludique, pour que les gens, à un moment donné, s'approprient ce que vous êtes et ce que vous faites. Et c'est là où ça deviendra évidemment avantageux, philanthropiquement parlant, pour vous. Merci. Je pense de continuer à vivre la mission, Luc Alain, que vous ramenez comme prioritaire, qui était dans les fondements de l'INRS, d'avoir été fondé pour avoir un impact sur la société, d'adresser des grands défis de la société, puis d'être vigilant, puis d'être précurseur dans votre façon de travailler avec la société pour justement amener des solutions à des problèmes graves, mais d'une façon qui est unique à vous, de continuer cette mission-là, puis de la renforcer, je pense que c'est important. Je pense aussi que c'est important, parce qu'on est toujours dans le présent, on fonctionne dans le présent, on a du mal, mais la contribution la plus importante de l'INRS, je pense, au cours de ces 50 années d'existence, c'est sans doute les milliers de diplômés qu'on a formés et qui sont partout dans la société en ce moment, qu'on essaie de retracer, on essaie de reconnecter avec eux parce que ça donne l'ampleur de la contribution de l'INRS à la société québécoise, de former des étudiantes et des étudiants de la manière qu'on le fait là, avec des équipes de recherche interdisciplinaires dirigées vers des grands problèmes émergents. Je pense, Luc, vous l'avez dit plus tôt, ça forme des personnes hautement compétentes qui occupent toutes sortes, ne sont pas toutes dans des laboratoires à porter des sarraux blancs, là. Ils sont partout dans plusieurs postes importants, décisionnels de la société québécoise et leur formation a servi à les rendre là, puis continue à servir, à leur permettre de continuer d'apprendre puis de servir le Québec. Je trouve ça majeur. En fait, je pense que je lance un appel là, pour retracer le plus de diplômés possible. On veut savoir où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, parce que ce que ça fait, c'est que ça revient motiver les gens à l'intérieur de l'INRS. Ça leur donne un sens quand on veut contribuer au développement de notre société. Ça, c'est une de nos contributions majeures. Puis je l'adresse, c'est un commentaire que j'adresse à tout le monde. Je suis posé revenir à mon scénario là où, et puis je vous demanderais les éléments clés pour soutenir une institution qui nous tient à cœur. Quel rôle peut jouer la philanthropie pour accélérer le développement scientifique au Québec en général, mais à l'INRS en particulier? Je vous adresserai à vous la question, Esther, pour commencer. Aussi simplement que de vous dire en réussissant à mobiliser plus de fonds. Ça, c'est la première chose. Je pense que la philanthropie, vous savez, là, trop souvent dans les institutions, la philanthropie, ça a fait partie de toute autre tâche connexe. Puis ça a fait partie de ce qu'on fait le vendredi après-midi. Hein? C'est le dossier qu'on tasse un peu toujours, mais on y revient toujours parce qu'on a besoin d'argent. Puis à un moment donné, on se tourne vers la fondation, puis on dit, bien là, on a des problèmes, on a des projets, alors là, on a besoin d'argent. Alors, je pense que ce qui est primordial, c'est d'accorder
un ordre de priorité à la philanthropie dans chacune de nos institutions, c'est primordial. Puis il faut y mettre le temps. Ça n'arrive pas tout seul, ça ne vient pas tout seul. Il faut y mettre le temps. Puis c'est un travail de longue haleine où on aura un échange de relations. On établit une relation avec nos donateurs. Puis moi, j'aime toujours dire, hein, vous savez, à partir du moment où vous avez un étudiant qui s'inscrit chez vous, que vous choisissez qu'il vienne étudier chez vous, vous devez le traiter comme un futur donateur. Ça, c'est essentiel. Alors, je pense que la philanthropie, la culture philanthropique doit être une priorité et doit être alimentée à tous les jours. Et c'est comme ça que ça viendra, évidemment, au service de la science et de ce que vous faites. Vous me permettez, je vais vous rajouter un nouveau Oui. truc, quelque chose auquel vous aviez peut-être pas pensé. Oui. On parle du financement de la recherche fondamentale, la recherche depuis longtemps. Il y a tout un univers de financement de la recherche industrielle ou de la recherche collaborative, partenariale qu'on appelle, pour lesquels il y a beaucoup de fonds des gouvernements. Beaucoup de fonds des gouvernements provinciaux, du gouvernement provincial, beaucoup de fonds du gouvernement fédéral. Par contre, ces fonds-là doivent être faits en collaboration avec le milieu, avec des organismes qui ne sont pas des organismes publics, par définition. Sinon, ces fonds-là ne sont pas disponibles. Et la Fondation peut jouer un rôle dans des projets comme ça, des projets porteurs. Ce que ça permet de faire, c'est que dans des projets comme ça qui peuvent être utiles pour la société, quand la Fondation met $1, bien, les fonds de recherche, eux, vont en mettre 4. Donc, c'est de multiplier par 5 au total, donc le financement de ce que la Fondation arrive à faire en termes de financement de projet, parce qu'elle peut, elle, jouer un rôle de financement privé. Les grandes lois, les grandes règles du commerce international interdisent aux nations de financer ces projets-là qui sont trop proches de la société ou trop proches de l'industrie. Mais quand la Fondation, qui est de nature privée, décide de s'impliquer, ça débloque un ensemble de dollars comme ça, puis ça permet d'aller beaucoup plus loin. Tout à fait. C'est un excellent point. Alors, oui. En conclusion de cette section-là, alors, on a des dons, des partenaires, d'individus, d'entreprises, de fondations philanthropiques. Comment l'INRS est-il ou peut-il se positionner pour saisir les opportunités? Luc? Bien, je pense justement, c'est d'être proche de l'industrie, être proche des milieux preneurs, être proche des communautés qui pourraient bénéficier de cette recherche-là et d'établir des projets communs. Donc, à ce moment-là, ça crée tout un réseau non seulement d'entreprises, d'organisations, d'institutions, d'organismes qui vont pouvoir transformer leur réalité, la réalité de leurs usagers, de leurs citoyens et tout ça, grâce aux travaux de l'INRS, mais ça fait tout un réseau d'organisations qui sont bien intéressés à supporter l'INRS aussi parce qu'ils en auront vu la valeur puis ils auront été parmi les collaborateurs. Puis je vous donne des exemples concrets là, en termes d'entreprises, par exemple, des entreprises qui font des travaux au niveau de l'avancement en optique photonique, télécommunications, qui développent les objets connectés du futur avec de l'intelligence artificielle embarquée pour résoudre des problèmes reliés à la détection de maladies, la détection de dangers ou des détections de situations chez les individus grâce aux objets connectés et l'intelligence artificielle. Ces entreprises-là vont développer des produits commerciaux, éventuellement, espérons-le, et on va faire la R&D avec l'INRS, mais éventuellement aussi pourront ouvrir les portes de la philanthropie. Ces organisations-là contribuent à des causes philanthropiques, contribuent à des travaux comme ceux-là. Ça serait une des façons, être encore mieux branché aux besoins des milieux preneurs et des entreprises. Oui, mais peut-être j'ajouterais sur ça. Le Canada a introduit l'INRS avec 4 pôles clés qui sont des pôles fondateurs de l'INRS. Il ne faudrait pas peut-être oublier, souligner aux gens qu'il y a des UMR, qui sont des unités mixtes de recherche qui ont été développées avec différentes constituantes du réseau EQ, mais dans différentes régions. Et on a parlé, ce qui touche le donateur, c'est sa proximité, il demande un problème. Alors, on vient d'ouvrir la porte avec les UMR, d'aller au-delà de pas juste des
des 4 pôles, mais de toucher les Autochtones en Abitibi, que ce soit de toucher d'autres projets qui sont clés à l'intérieur de l'INRS. Et là, à ce moment-là, je travaille peut-être pas juste avec de grandes entreprises, mais je travaille aussi avec des communautés et des petites et moyennes entreprises dans lesquelles j'aurai à œuvrer. Alors, c'est clé, et je pense que ça, c'est un atout particulier que l'INRS possède, qu'on ne voit pas nécessairement dans d'autres institutions comme telles. Mais cette valeur de proximité et de toucher des petites et moyennes entreprises parce qu'il y a des besoins. Et je souligne aussi le fait qu'un don, et je pense que Luc le mentionne, à partir de la fondation, c'est un effet levier pour aller chercher de l'argent ailleurs ou se permettre d'avoir une pièce d'équipement qui n'a pas été planifiée d'avance, mais qui deviendrait clé dans le projet. Et là, la fondation joue un rôle drôlement intéressant à subventionner ou à aider le chercheur pour avoir cette pièce d'équipement. C'est ça qu'il faut percevoir. La fondation est aussi des programmes de bourse pour les étudiants, mais aussi, en même temps, ce sont des fonds qui seraient alloués, qui permettraient de débloquer un projet de recherche qui n'avait pas prévu initialement telle ou telle pièce d'équipement. Et là, le donateur ou les donateurs impliqués jouent un rôle important. On parle des fonds, on parle des bourses aux étudiants. Vous savez qu'au Québec, les bourses des étudiants qui viennent des fonds de recherche, là, c'est bien, là, c'est fantastique que ça existe, mais les étudiants ne vivent pas richement. Là, donc, ils sont appelés à faire beaucoup de sacrifices personnels et puis d'attirer des étudiants pour être des chercheurs puis des genres d'innovateurs et innovatrices du futur dont on parle. On les attire avec pas grand-chose aujourd'hui. Donc, les fonds de la philanthropie qui vont augmenter, bien, ils ne servent pas seulement à financer la recherche puis toutes les belles choses dont on a parlé jusqu'à aujourd'hui, mais servent à financer des jeunes innovateurs et innovatrices qui font des gros sacrifices, puis on veut en attirer plus dans ces carrières-là. Ça a un impact concret, direct chez les gens. Puis d'attirer des talents qui n'ont pas nécessairement les moyens. Et ça aussi, c'est drôlement important. Alors, tu sais, il y a pour le donateur, il y a celui qui veut financer le talent, l'expertise humaine, puis savoir qu'il a contribué à l'essor d'une carrière scientifique. Puis, il y a le donateur qui, lui, au contraire, va accepter de financer le tangible. Et je pense que c'est vous, M. Giraldo, qui nous parliez de quelque chose d'unique qu'il y a à l'INRS ici à Québec. Et là, je vous laisserai en parler parce que je risquerais de faire une erreur. Mais quand on parle de ce qu'on a d'unique, de ce que ça fait et de comment ça peut changer le monde, parce que c'est ça aussi, la philanthropie, ça nous sert à changer le monde, bien, ça interpelle un autre type de donateur. Alors, il ne faut vraiment pas négliger les deux, mais il faut s'assurer que les gens sont sensibilisés et encore une fois, je vous le répète, sont informés de ce que vous faites, sont mis au courant de ce que vous faites, parce qu'un donateur ne donnera pas sur ce qu'il ne connaît pas. Je pense que ça vaut la peine de faire connaître davantage les infrastructures parce que l'INRS est concentré dans des centres qui ont une espèce de vision centrée sur un type de problème émergent et stratégique. Ça permet à ces centres-là de s'équiper de plateformes de recherche absolument uniques au Canada. Là. Donc, à Québec, c'est ça dont vous parliez, on a un canal hydraulique, par exemple, qui est capable de reproduire sur 100 mètres de long les vagues, les marées et le courant du fleuve Saint-Laurent et de reproduire des berges de n'importe quel endroit. Donc, on est capable de faire des études vraiment en accéléré sur l'effet de l'érosion, comment on peut mieux se protéger de l'érosion, etc. Il y a aussi tout un système de biofermenteurs de dimension juste pré-industrielle, donc pour toute la valorisation des déchets, des boues, etc., pour les transformer en quelque chose bioplastique, par exemple, par des processus de fermentation. Ça existe à l'INRS. À Varennes, on a des plateformes de photonique et de laser absolument uniques en Amérique du Nord. Là, on a des lasers extrêmement rapides, extrêmement puissants. On a aussi des possibilités de nanofabrication qui sont assez extraordinaires. À Laval, on a une animalerie qui est de classe mondiale avec les capacités d'étudier, par exemple,
nos problèmes de maladies infectieuses. Et on a à Urbanisation, Culture et Société une équipe de chercheurs qui font de l'expérimentation sur la sécurité, sur les piétons, les pistes cyclables, etc., l'intégration. Donc, on a des infrastructures absolument uniques partout dans tous nos centres. Et donc, je pense que ça vaut la peine. On comprend, excusez-moi, mais juste par ce que vous venez de dire là, on comprend qu'on vous amène sur toutes les sollicitations qu'on a à faire. Ouais. Si vous présentez ça comme ça aux donateurs, le succès est assuré. Bien, écoutez, j'en prends bonne note. J'en prends bonne note. Je me demande si on a des questions qui nous viennent de notre auditoire. On en a eu une en tout début. Est-ce qu'il y en a d'autres, des gens qui seraient avides de poser des questions à notre panel d'élite? Moi, je n'en vois pas en ce moment. Élise, est-ce que vous avez... Non, pas de nouvelles questions. Donc, on peut... J'avais une question que j'ai sautée qui était destinée à vous, Esther, vous, la grande spécialiste de la philanthropie. Quelles sont les grandes tendances à l'égard du financement philanthropique aux établissements universitaires et qu'est-ce que la pandémie a changé à cet égard? D'une part, je vous dirais que la philanthropie a amené les donateurs à financer l'urgence. En premier lieu, hein, on a décrété l'état d'urgence, on a décrété une situation particulière. Donc, les donateurs pour qui c'était à portée de main là, de contribuer ont accepté de contribuer dans l'urgence. Or, cet état-là a perduré dans le temps et là, les gens ont eu besoin de donner, ont eu besoin de partager, de s'unir à des changements, de s'unir à ce qui fait du bien et à ce qui peut aider la société. Alors, ça a été, je pense, un grand changement qui a été très, très marqué, en fait, qui a été exacerbé avec la pandémie. Dans le milieu universitaire, je pense que définitivement, les gens ont pris conscience de l'importance de financer justement ce qui a un impact direct. Donc, ce qui peut avoir un impact à court terme, éventuellement à moyen terme. C'est on en revient à ce qu'on disait au départ. Alors, je pense que les donateurs ont été sensibilisés à ce qui pouvait être fait tout de suite et maintenant et dans le milieu universitaire. Alors, est-ce que le premier cycle est plus avantagé? Est-ce que le deuxième cycle est plus avantagé? Donc, je vous dirais que ça varie. En fait, il y a des donateurs qui vont être plus interpellés par ce qui se fait au niveau du premier cycle, mais définitivement, je pense que si on rend accessible ce qui se fait au deuxième cycle, donc tout en termes d'information, ça sera avantageux. Mais la pandémie a changé un certain nombre de réflexes philanthropiques. Les gens se sont rendus compte et les entreprises se sont rendus compte qu'avec l'effet d'entraînement, ensemble, on pouvait arriver à faire quelque chose. Puis je vais reprendre votre terme, votre logo, votre slogan. Ensemble, on peut changer le monde, on peut changer l'échiquier de la philanthropie. Mais je pense que ça s'est reflété aussi au niveau universitaire, là, définitivement, mais comme dans toutes les maisons d'enseignement aussi. D'autres commentaires à ce sujet-là, Yves? Oui. Je pense que quelque chose qui a été mentionné qui est intéressant ici, c'est que l'INRS œuvre au deuxième et troisième cycle en premier lieu. Donc, on sait que beaucoup de philanthropie d'étudiants de premier cycle, je vais prendre des écoles de médecine, d'avocats ou autres, sont des gens qui vont donner par la suite. Et l'INRS, autant elle a innové il y a 50 ans, elle se doit d'innover dans sa philanthropie. Et c'est ça le changement que l'INRS doit être. Il n'y a pas de bonne recette existante qui s'appliquerait à l'INRS. Elle est exceptionnelle, elle est spéciale et il faut voir autrement.
Et ça, c'est ce que l'INRS, dans sa fondation, devra agir. Il y a un sentiment d'appartenance de la part des deuxième et du troisième cycle des étudiants qui ont été formés. Il y a un sentiment d'appartenance de l'institution et des membres de cette institution. Et ensuite, il y a tout un défi à relever auprès des donateurs potentiels, que ce soit grands ou petits. Mais je pense qu'il faut commencer avec l'idée, et je pense qu'Esther va sourire, charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire que les membres d'une institution doivent donner pour donner l'exemple aux autres à donner. Et c'est là que ça devient sa force, parce qu'on reconnaît que dans toute fondation, si les gens qui l'organisent et les gens qui y travaillent ne donnent pas en conséquence, ou peu importe, ce n'est pas le montant qui est important, c'est que j'ai un sentiment d'appartenance. Et ça, j'ai une valeur parce que j'y crois. Et tant que j'y crois, je vais donner à quelque chose dans lequel je crois. Et ça, c'est clé comme tel. Mais l'INRS a tout un défi à relever parce que c'est pas, tu l'as mentionné, c'est pas sa communauté d'étudiants. Il n'y a pas 40 000, 100 000 étudiants qui ont diplômé de l'INRS. Je pense que les chiffres sont plus bas. Tu pourras me corriger sur le chiffre, là, je dis 3 500 possiblement. C'est ça. Bon, et là, ça veut dire que je dois travailler avec un afflux de d'autres membres de notre communauté pour donner à l'INRS et non pas juste les gens qui ont passé à travers le système comme ça aurait pu être le cas dans d'autres institutions. Mais il faut croire en ce qu'on est et quand j'y crois, je donne en conséquence ou je donne pour ce que l'INRS peut produire. Elle a un défi, un énorme défi, mais elle l'a relevé depuis 50 ans. Pourquoi pas en relever un autre? Il faut se servir de... C'est tellement vrai. Il faut se servir de ce don-là, de ce premier geste-là qu'on fait pour notre alma mater ou pour l'institution qui nous nourrit. On doit se servir de ça comme effet de levier parce que c'est ce qu'on va se faire demander de toute façon par les donateurs externes et de plus grands déploiements. Combien chez vous les étudiants ont-ils donné? Combien le corps professoral a donné? Comment, de quelle façon les gens sont investis dans votre philanthropie chez vous? Et on devra se servir de cet élément-là vraiment comme effet de levier à l'extérieur. Alors que ça, on ne peut pas s'en servir, mais on part avec un défi à relever qui est quand même assez costaud. OK. Si en guise de conclusion, je vous demandais juste un message clé autre que ceux que vous avez donnés tout au cours de ce webinaire. Un message clé pour ceux qui nous écoutent au sujet de la philanthropie et de l'INRS. Qu'est-ce que vous diriez? Monsieur Sirois, Luc. Moi, je vous dirais, s'il fallait inventer l'INRS aujourd'hui, s'il fallait que le Québec se dise « Oh, on pouvait se doter d'un institut qui permettrait d'attaquer les grands défis de l'environnement, de la santé, de l'épidémiologie, de la santé humaine, des communications, de la vie en société, de la vie urbaine, de comment intégrer les changements dans la culture, ce serait impossible. On a eu la chance d'avoir des fondateurs comme M. Beaulieu, des gens visionnaires avant nous qui se sont dotés au travers des années, pas juste d'une vision, mais de ces des infrastructures et maintenant de milliers de gens qui peuvent faire arriver cette mission-là en société. Là, c'est le temps de la faire briller. C'est le temps de la faire arriver au maximum de cette vision-là parce que le Québec en a besoin, parce que le monde en a besoin. Merci, Luc. Yves? Je pense, qu'est-ce que je peux faire autre? Je fais des choses dans mon milieu, mais j'ai un changement d'attitude. Qu'est-ce que je peux faire en plus? Et je pense que ça, c'est important, que ce soit ma petite contribution monétaire ou que ce soit mon engagement social de communication et de valorisation. Je pense qu'on est dans une position, et je rejoins Luc, ce qu'il vient de mentionner, tout ce qui a été construit avec l'INRS, qu'est-ce que je peux faire aussi en plus pour bonifier cette institution? Et ça, c'est le message que je penserais. Et en plus d'y croire à mon institution. Ça, c'est clé. Esther, je vous laisse le mot de la fin. En fait, j'ai le goût de vous dire que vous êtes définitivement les meilleurs dans ce que vous faites. Vous représentez l'excellence. Faites-nous-le savoir.
pétez-vous les bretelles un peu. Faites-nous vivre ce que vous vivez au quotidien et définitivement, vous aurez, un, plus d'adeptes et deux, vous aurez des donateurs potentiels assurément beaucoup plus intéressés. Et n'oubliez pas de rendre accessible votre message, de rendre accessible ce que vous êtes. Vous changez le monde à tous les jours. Vous rendez notre monde meilleur à tous les jours. Faites-nous le savoir. Merci beaucoup. Merci, Esther Tranche-Montagne, vice-présidente chez BNP Performance Philanthropie. Merci beaucoup, Luc Sirois, innovateur en chef du Québec. Monsieur Yves Moffett, membre du conseil de gouverneur, membre du conseil d'administration de l'INRS et ancien vice-recteur recherche et création de l'Université du Québec à Montréal. Il me reste aussi à vous remercier d'avoir participé à cet événement. Je remercie aussi toute l'équipe de la Fondation de l'INRS qui a travaillé très fort pour préparer une semaine très intéressante et je vous convie tout au courant de la semaine à participer par exemple, demain midi pour la deuxième séance de la semaine de la philanthropie qui donnera la parole à des partenaires et des mécènes. Donc, ce serait intéressant d'entendre leur motivation à investir dans les projets et la communauté scientifique étudiante de l'INRS. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.